Salut à toi, moi c'est Kimar. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un phénomène que j'ai beaucoup vu sur les zones à défendre et dans certains milieux de lutte. C'est la parano ou la peur des RG, des infiltrés. Alors il s'avère que c'est pas seulement de la parano. Bien sûr, il y a une part de vérité là-dedans. Intéressant de noter, c'est que le but souvent des RG et des infiltrés, c'est pas tellement de rapporter des informations à des gens, c'est de saboter notre lutte. C'est de faire disparaître des objets. C'est de créer des histoires. Et il faut savoir donc que quand ils font disparaître un objet, quand ils volent un objet ou quand ils détruisent un objet, détruire l'objet en soi, c'est un bon point pour eux, ils sont déjà contents, ça diminue nos moyens. Mais là où ils y gagnent vraiment, c'est toutes les histoires qui peuvent naître derrière. Des gens qui vont chercher à trouver le voleur, à trouver le saboteur. Et alors ça, quand on s'imagine l'effet bonus qu'ils peuvent avoir parfois avec ce genre de choses, c'est pour ça que moi j'ai toujours beaucoup travaillé à, lorsque des affaires disparaissaient, à ne jamais trop en faire d'histoire. Oui, tu communiques l'information que tu as perdu telle affaire, mais après, j'avais été très clair avec mes copains, faut pas que ça dégénère. Sinon, le saboteur, il aura tout gagné. Et là, ce sera vraiment du bénéfice pour lui. Donc même si parfois on semblait un petit peu détaché de certains objets, de l'histoire de certains objets qui disparaissaient, mais en fait, c'était pas exactement le cas. C'était volontairement qu'on était détaché parce que sinon ça faisait trop d'histoire. Puis à certains moments, il y en avait beaucoup d'objets qui disparaissaient. Et parfois, c'était juste les gens qui les perdaient, tout simplement. Allez, ce sera le sujet de la prochaine vidéo d'ailleurs. Allez. Et il y a une part de vigilance à avoir. Je vais commencer par le décommencement en vous parlant de mon arrivée sur la ZAD de NDDL, de Notre-Dame-des-Landes. Donc déjà, quand je suis arrivé là-bas, au bout d'un certain temps, une partie des gens avec qui je traînais ont fini, même s'ils ne me l'ont jamais dit clairement, par me considérer comme potentiellement un RG, un agent des renseignements généraux de la DGSI. Alors déjà, il faut bien séparer deux cas différents. Il y a les RG, les membres des renseignements généraux, qui sont employés par l'État, et il y a les infiltrés, qui peuvent être de tous bords. Dans le sens où j'avais vu une vidéo faite à Lyon sur réunissant beaucoup de groupuscules d'extrême droite en Europe, donc Hop Doré et autres groupes fascistes. Dans cette vidéo, l'un des principaux dirigeants de Lyon disait « Oui, les ZAD ont compris où était le combat, mais là où eux veulent le chaos, nous voulons l'ordre. » Derrière, ils incitaient les fachos à venir infiltrer les ZAD pour essayer de récupérer notre combat en fait. Donc ça c'est acté, hein. Ça je l'ai vu, la vidéo, ça remonte à quelques temps en arrière, mais elle était bien marquée dans ma mémoire. Une fois faite la séparation entre ces deux cas différents, c'est alors infiltré en réalité, on pourrait parler d'un membre de la DGSI infiltré aussi. Mais je préfère parler de RG et d'infiltré pour bien séparer les deux cas. Quand je suis arrivé sur la ZAD, ils m'ont pris pour l'un des deux. Parce que j'arrivais avec mes grosses idées, que j'avais un petit peu pris en main la façon dont j'ai géré le stock de nourriture sur la Châtaigneraie. Et ça avait mis la puce à l'oreille de certains, bien que en réalité il n'y ait pas eu de puce du tout. Et au bout de quelques mois, avec l'arrivée de Sivins, ils ont vite, et au bout de quelques temps sur Sivins, ils ont vite changé d'avis. Mais c'est vrai que tant qu'on n'était pas face à des situations concrètes où j'étais détenteur du pouvoir de les balancer, mais en fait eux ils ne savaient pas trop ce qu'il en était, est-ce que j'étais un RG ou est-ce que j'étais vraiment quelqu'un venu pour la lutte. Et il a fallu qu'il se passe certaines situations où j'ai clairement montré mon camp, où
il y a eu plusieurs personnes dont j'ai un petit peu sauvé, peut-être pas la vie, mais à qui j'ai évité quelques séjours en prison. Suite à ça, ils se sont dit non, c'est pas possible que son RG il aurait pu nous foutre en prison, il l'a pas fait. Enfin, des situations un petit peu comme ça. Mais ça a été compliqué. Et en attendant, mais moi je me suis retrouvé devant des situations où parfois j'avais besoin d'informations et où on ne me les a pas données. Et alors, ce que ça m'a frustré parfois de ne pas être détenteur de toutes les informations nécessaires à la bonne mise en place d'une opération. C'est... bon, comme je vous dis, ça a fini par s'arrêter, mais ça m'a beaucoup agacé. Et autre chose qui m'a beaucoup agacé, c'est que sur la ZAD de Sivens, parfois il y avait des gens qu'on qualifiait de touristes. C'était pas méchant, hein, c'était juste que c'est des gens qui ne vivaient pas sur la ZAD, qui passaient par là pour voir ce qu'il en était, et qui posaient pas mal de questions. Alors il faut savoir qu'aussi que parfois les gens, ils viennent innocemment, ils te posent des questions, puis en ressortant de la ZAD, ils vont croiser les gendarmes. Et les gendarmes vont leur poser à peu près ces mêmes questions-là. Et eux vont donner des réponses que nous, on leur aura données. Donc, eux, ils s'y verront pas de mal. Eux, ils s'imaginent pas qu'ils sont en train de balancer des informations de la ZAD. Eux, ça leur traverse même pas l'esprit, en fait. Et ce qui se passe, c'est que, à cause de ça, il y avait beaucoup de touristes, donc, entre guillemets, à qui on ne répondait pas. Ils venaient, ils demandaient « Ah, vous êtes combien ici ?» et tout. Et tous les visages se tournaient ailleurs. Et je me disais, mais merde, c'est des gens qui ont des gens qui déjà ont fait l'effort de se déplacer pour venir sur la ZAD. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Des gens qui ont fait fi de la peur, du cagoulé, des zadistes et tout ça, pour venir se renseigner, c'est rare. Et de les renvoyer un petit peu comme ça en ne leur répondant même pas par de l'indifférence, moi ça m'emmerdait. Donc moi, le parti que j'ai pris vis-à-vis de cette situation, ça a été de leur expliquer. Parfois, il y a eu une personne il est arrivé que certaines personnes me posent la question oui, combien vous êtes sur la ZAD ? Et moi, je lui expliquais la situation et je lui disais, ça, tu vois, c'est une information que les gendarmes cherchent. Et en fait, si tu ne... Toi, c'est pas impossible que tu finisses par aller en discuter avec les gendarmes. Et cette information-là, comme avec d'autres informations, on ne peut pas être sûr. Donc, je ne peux pas te répondre franchement. Et je lui disais, dis-toi qu'on est entre 10 et 10 000. Il n'y a pas besoin de chercher plus. Et les gens, en fait, ils comprenaient. Ils cherchaient pas à poser plus de questions. Et puis je leur disais, et du coup, si tu insistes, là, on va commencer à te regarder de travers. Je le prenais, je lui expliquais. Et en fait, ça fonctionne très bien. Les gens, ils étaient contents. Ok, je ne lui ai pas donné de réponse précise, mais je lui ai expliqué pourquoi je ne lui ai pas donné de réponse précise. Juste ça. Plutôt que de leur foutre un gros vent. Alors après, il y a eu autre chose. C'était la façon de gérer les lieux. Parce qu'on avait souvent des lieux dans des forêts qui étaient relativement cachés. On ne voulait pas que leur emplacement soit découvert. Donc là-dessus, c'était vraiment une question qu'on n'aimait pas. Où se situe tel lieu ? Ah, j'ai entendu dire qu'il y avait tel lieu, comment je fais pour m'y rendre ? Là, à la limite, je disais à la personne, mais en fait, en quoi ça te regarde de savoir où est ce lieu-là ? Est-ce que tu as l'intention d'y dormir ? Est-ce que tu as l'intention d'y rejoindre des gens ? Est-ce que tu as l'intention de balancer l'emplacement du lieu aux gendarmes ? Parce que c'est une question beaucoup moins anodine que combien vous êtes, ou comment vous vous organisez pour manger, ou est-ce que vous avez froid la nuit. Ce genre de choses, c'est anodin. Par contre, demander la localisation d'un lieu qu'on cherche à garder secret, qui permet à des copains de dormir dans des cabanes plutôt que directement par terre. Donc on avait mis en place une façon de faire qui était on peut parler d'un lieu entre copains, mais jamais on indique où il se trouve. Si quelqu'un t'y emmène, tu le sauras où il est. Par contre, ne posez pas la question de savoir où est tel lieu. Si vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas. Vous en avez entendu parler, mais ne cherchez pas à connaître l'emplacement du lieu si personne ne vous a proposé de vous y amener en fait. Et ça, on s'y est plutôt bien tenu à cette règle-ci. Du coup,
C'était quasiment sûr qu'il y avait des membres des renseignements généraux ou des infiltrés avec nous. On a eu de forts soupçons sur une, deux ou trois personnes. On a essayé de tester, mais c'était jamais vraiment validable. C'est en se débrouillant pour se retrouver dans un groupe donné, avec que des personnes de confiance autour, et la personne que l'on suspecte d'être un RG, tu lui parles d'une opération que tu aurais eu l'intention de faire, mais qu'en réalité tu ne vas pas faire. Si après l'opération, toi tu te bouges au moment où tu aurais dû te bouger pour la faire, sauf que tu ne vas pas la faire, mais tu vas observer ce qui se passe sur le lieu où tu aurais dû la faire. Donc, tu restes à distance, tu regardes, est-ce qu'il y a eu des gendarmes de déployés pour cette situation-ci? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Enfin, voilà. C'est particulier. Mais même ça, c'est compliqué. Confondre RG, c'est vraiment pas simple. Après, sur la ZAD d'Agen, il y a une autre situation. L'histoire de Jarod. Alors ça, il y avait un groupe de jeunes qui était arrivé, enfin il devait avoir à peu près la vingtaine, qui nous avait rejoint sur la ZAD d'Agen. Et il y en avait un d'entre eux qui semblait un petit peu souvent dans le regard un petit peu dans le vide, ce genre de choses. Et le mec, mais ça aurait dû me faire tilter, ça aurait dû me faire réagir. Ils me disent que son surnom c'était Jarod. Mais purée, mais j'en ai passé des soirées du samedi soir, la trilogie du samedi sur M6 à regarder le caméléon qui s'appelait Jarod, qui se faisait tout le temps passer pour des gens autres que lui-même. Et bien, en fait, ce mec-là, on avait des soupçons. Et il venait d'un squat de Bordeaux. Et dans le squat de Bordeaux, il y a des gens qui ont fini par fouiller ses affaires, fouiller sous son matelas, et qui ont trouvé des papiers affirmant qu'il était en stage auprès de la police sur la période actuelle où il était avec nous. En fait, il s'est avéré que c'était un moment où on se posait beaucoup de questions. Il y avait déjà des gens qui l'avaient mis en face de ça. Et du coup, on l'a plus revu suite à ça. On l'a un petit peu cherché, on l'a pas retrouvé. Voilà. Et on a trouvé ces papiers-là sous son matelas le jour suivant où il avait disparu, plus ou moins. Une fois qu'il avait disparu, on a contacté les gens qui étaient encore dans ce squat-là sur Bordeaux. Et on leur a dit, voilà, on a de forts soupçons sur lui. Et du coup, ils sont allés vérifier ça. Pareil sur Sivens. Il y avait un petit groupe de gens qui venaient. Ils venaient pas forcément tous ensemble. Il y avait un couple de mecs, pas sexuels, hein, comme en patinage artistique. Hein. Encore que ce soit pas forcément le meilleur exemple pour éviter la sexualité dans un couple. Mais il y avait deux mecs là qui nous parlaient souvent de complotisme, du symbole de Miko, qui auraient été des symboles francs-maçons, des choses comme ça. Enfin, ils avaient plein de discours comme ça. On se doutait un petit peu que c'était des membres de groupes d'extrême droite. Mais ces gens-là, tant qu'ils viennent sur la ZAD, tant qu'ils sont pas en train de casser la gueule à des zadistes, tant qu'ils sont pas en train de vraiment foutre la merde, moi ça me dérange pas tellement. Ils sont là pour la lutte, ils sont là quand même pour l'écologie. Et du coup, moi je me retrouve face à des gens qui normalement sont quand même plus ou moins mes ennemis. Et il y en avait un parmi eux qui était le plus jeune du groupe. Et un jour, lui, il nous avait dit, mais en fait, vous êtes vraiment au centre du combat. Vous y allez, vous faites pas semblant. Vous êtes pas juste en train de vous dire, oui, ce serait bien de changer ça, ce serait bien de changer ça. Vous, au moins, vous essayez. Même si vous y arrivez pas trop face aux gendarmes, mais vous essayez. Et en fait, ce jeune-là, on était en train de le retourner. On était en train de le faire passer côté zadiste. Alors, quelle ne fut pas ma déception lorsque, lors d'une assemblée générale, réunissant plein de gens de l'extérieur de la ZAD, c'était des soutiens qui étaient venus affronter les gendarmes avec nous, quand ils se sont fait virer Manu Militari, plus une ou deux baffes de l'assemblée générale, j'étais profondément dégoûté. Enfin bon. C'est parce qu'on était en train de retourner. Et pour moi, j'essaie de suivre l'art de la guerre de Sun Tzu. Et dans l'art de la guerre de Sun Tzu, ça, c'est un maître coup. Ça, c'est retourner un ennemi en allié. C'est un point de perdu pour l'ennemi.
C'est pas quelqu'un que tu vas blesser, qui va avoir une période de convalescence et qui va revenir encore plus motivé pour nous casser la gueule derrière. Ça, c'est quelqu'un que eux, ils ont définitivement perdu et que nous, on a définitivement gagné. Ou peut-être pas définitivement gagné, mais qui est passé de notre côté. Ça, c'est un vrai point. Par contre, c'est vrai que c'est ce qui demande le plus d'énergie, le plus de temps, le plus de... C'est le plus dur à obtenir. Mais en fait, c'est pas si impossible que ça. Si nous, on pense être justifié dans notre action de lutter contre l'État, mais en fait, on doit pouvoir défendre nos idées face à des gens. Et bon, après, il faut savoir parler un petit peu, d'accord. Mais si t'es pas capable de défendre ces idées-là face aux idées d'autres personnes, c'est qu'en fait, tu ne devrais même pas être là. C'est que ton idée est pas défendable. C'est moralement parlant. Moi, je me suis toujours assuré que toutes mes actions sur la ZAD, je puisse m'en défendre. Et alors, c'était pour l'écologie, c'était pour les générations futures, c'était pour toutes ces bonnes raisons. Et c'est vrai que ça s'oppose au bien commun, d'avoir du travail, de générer de l'argent. C'est deux points de vue qui s'opposent. Mais quand je discutais avec des citoyens lambda qui venaient, ok, eux, ils me parlaient de leur travail, ils me parlaient de la rentrée d'argent dans leur ville, mais moi, je leur ai expliqué que c'est peut-être pas mal d'avoir encore des terres arables utilisables pour les 200-300 prochaines années. On ne se convertissait pas l'un l'autre. Mais lui entendait bien mon point de vue, moi j'entendais bien le sien, et c'était défendable. En réalité, ma position était défendable. Et ils étaient là, ah oui, vous êtes peut-être un petit peu moins bête que ce qu'on m'avait dit, peut-être que vous avez des idées quand même derrière. Pour moi, tant qu'ils ne sont pas trop nombreux, parce que ils prendraient le pouvoir s'ils étaient trop nombreux d'un seul coup, mais tant que tu as affaire à un facho, ou à une personne que tu as identifiée comme étant un facho, ne te prive pas de la possibilité de pouvoir le retourner. Ne te prive pas de la possibilité de l'envahir avec tes propres idées, qui, normalement, si tu es là, doivent être meilleures que les siennes. C'est face à un milieu qui est beaucoup dirigé par la violence, par l'autoritarisme, par les coups de gueule et tout ça, nous, sur les ZAD, on avait des idées à défendre, et on était en train d'en retourner. Et on en a retourné. Moi, j'ai un ami à moi qui, aujourd'hui, est un ami, avec qui j'ai fait des opérations, avec qui j'ai fait pas mal de choses. Cette personne-là, c'était un ancien bonhead. Alors, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait, je fais une petite parenthèse, il y avait le mouvement de skinhead, qui est né dans les années 1980 à Paris. Et un petit peu à Londres aussi, je crois que c'était à peu près la même période. Les premiers skinheads n'étaient pas racistes, du tout. Les premiers skinheads, c'était des gens qui voulaient, face à l'oppression du pacifisme de la société moderne, remettre la violence au goût du jour. Mais il y avait des Arabes parmi eux, il y avait des femmes, il y avait des Noirs, il y avait des Asiatiques, il y avait toutes les couleurs de peau parmi eux. C'était pas du tout politisé dans ce sens-là. Par contre, ils tapaient sur tous les gens qui n'avaient pas le même code vestimentaire qu'eux-mêmes. Ce qui n'en fait pas des gens bien pour autant. Hein. C'est pas parce que t'es pas raciste que t'as le droit de taper sur des gens. On est clair là-dessus. Et c'est, je crois, en 1984 ou 82, quelques années plus tard, que un skin a choisi de politiser ça et a transformé les skinheads en nazi-skin. Et a décidé qu'il fallait être nationaliste si on voulait être un skin, qu'il fallait rejeter tous les migrants et tout ça. Donc, de nazi skin, ils ont fini par être appelés boneheads, tête d'os. Donc, et face aux boneheads, il y a les redskins, les peaux rouges. Donc, finalement, du départ de skinheads qui étaient que des gens violents, avec la politisation et l'apparition des boneheads, sont apparus aussi les redskins. Et c'est deux camps qui peuvent se battre dans la rue. Ça arrive. Si un jour tu te fais agresser par des boneheads dans la rue, tu seras peut-être bien content de voir des redskins passer. Même si concrètement, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec le moyen d'action des redskins. Mais bon, quand t'as des skinheads en face, avoir un redskin à côté de toi, t'es bien content. Ça, je le reconnaîtrai toujours. Mais le redskin, en attendant,
ben, il n'aura pas nécessairement cette volonté-là de convertir et de passer du temps à discuter avec un bonnet pour le convertir. Lui, il va plutôt vouloir aller... Je pense avoir fait à peu près le tour que je voulais faire de la question des infiltrés qu'on a pu avoir sur les ZAD, que ce soit au niveau... Ah, non, en fait je reviens. Il faut savoir qu'il y a aussi encore deux autres types d'infiltrés, mais alors là qui se retrouvent vraiment plus généralement dans la lutte. Dans la lutte, il y a trois principales composantes, j'ai envie de dire quatre, allez quatre. Les citoyens, qui n'appartiennent à aucun groupe, mais qui veulent venir aider parce que c'est la terre du coin, parce que c'est la terre de leurs parents, qu'ils n'ont pas envie de la voir se faire ravager pour construire un barrage ou pour construire un aéroport. Ça, c'est les gens non politisés qui viennent aider. Il y a les anarchistes. Les anarchistes, eux, ils viennent pour la lutte. Eux, normalement, ils ne veulent pas s'installer, ils ne veulent pas acquérir de terrain, et ils ne veulent pas se faire de sous sur la lutte. Et au-delà de ces deux groupes, il y a deux autres groupes qui se tirent coude à coude, qui se tiennent coude à coude pour en tirer tout ce qu'ils peuvent de la lutte. C'est les communistes et les royalistes. Il faut savoir qu'il y en a un certain nombre quand même sur les ZAD. Et ces deux groupes-là, ils font que de la lutte de vitrine. Ils font que de la lutte de façade. Ils vont présenter beaucoup, ils vont beaucoup se médiatiser, ils vont prendre beaucoup de contacts avec justement le premier groupe dont je parlais, les citoyens, parce que les citoyens, ils ont des moyens à mettre à fournir à la lutte. Et du coup, les communistes et les royalistes, c'est les premiers à vouloir venir et à tout s'accaparer. Et quand tu vas sur un lieu en lutte, tu auras les anarchistes qui vont agir, et les royalistes et les communistes derrière qui vont être là. Oui, ramenez-nous ça, ou ramenez-nous ça. Ah, mais on serait pas là, on n'aurait rien pu faire. Ah, mais c'est grâce à nous qu'on gagne la lutte. Ouais, mais en attendant, qui c'est qui est en train d'aller affronter les gendarmes dans la rue pour empêcher réellement que ne soit détruite une forêt? Ou enfin, qui c'est qui fait vraiment l'action? Parce que les royalistes et les communistes, ils n'ont pas l'intention de se faire casser la gueule. Eux, c'est juste s'approprier le maximum de choses par la bonté des gens qui voulaient participer à la lutte, mais qui ne sont pas assez politisés pour percevoir ce genre de situation. Je ne sais pas si on peut réellement les considérer comme des infiltrés, les communistes et les royalistes, bien y réfléchir. Si ce qui se passe, c'est qu'avec ces deux groupes-là, ils apportent aussi quand même des choses à la lutte. C'est eux qui entrent en contact les premiers avec les légalistes, les citoyennistes. C'est ceux qui... Eux, ils sont pour faire de la pub. Eux, ils sont pour aller chercher l'argent là où il est. Seulement moi, si je suis anarchiste, c'est pas pour me faire des sous. Moi, je suis là pour empêcher qu'un projet inutile imposé se fasse. Donc parfois, je me suis dit que j'aurais peut-être mieux fait de plus m'intéresser à ce genre de choses. Mais en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé sur YouTube, sur la chaîne Lumière sur un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.